Madame, j'espère que tu as bien noté les prix. S'il vous plaît, chef, c'est pas le même document financier que j'ai soumis à votre signature. Mais qu'est-ce qui a changé? J'ai légèrement... Mais le montant est excessif et les rubriques rajoutées ne sont pas conformes à notre cahier de charges. Hein? Monsieur, c'est moi qui suis le responsable de cette entreprise. Pour changer les meubles de ma maison, pour acheter une nouvelle voiture à ma femme ou organiser un banquet digne de mon rang, c'est dans ton salaire que je vais puiser. De toutes les façons, je n'ai pas attendu ta permission pour envoyer le dossier à qui de droit. Ah bon? Et qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, si tes gens-là de l'IGF te renvoyer le dossier validé, tu passes directement à la banque. Tu touches l'argent seulement ce que tu as écrit dans tes papiers. Et le surplus, tu m'amènes. Monsieur le DG, l'équipe de l'IGF en mission de patrouille financière chez nous n'a pas validé la moitié de dépenses prévues dans notre plan de décaissement. Quoi? La dépense que nous attendions là pour faire vos opérations personnelles a été rejetée. Et pour quelle raison? Ils disent c'est pour irrégularité par rapport aux lois de finances publiques. Non! C'est maintenant l'IGF qui gère cette entreprise. Ça, c'est de l'ingérence ou nous sommes dans la cogestion? Monsieur le DG, ce n'est ni de l'ingérence ni de la cogestion, mais c'est plutôt le contrôle a priori des finances publiques appelée patrouille financière. La patrouille financière, c'est une stratégie instaurée par l'IGF pour sauver les finances publiques de l'État. Ainsi, au lieu seulement de venir constater le détournement de l'argent qu'on ne récupère pas, l'IGF surveille l'argent de l'État a priori et vient contrôler a posteriori pour savoir comment l'argent a été dépensé. C'est la meilleure façon de sécuriser l'argent du peuple congolais. Et rassurez-vous, monsieur le DG, que ce contrôle a priori existe dans tous les pays modernes. Vous êtes madame Moutin? Vous êtes ma paix. Et pourquoi on maintient ces gens-là dirigés alors que nous sommes dans un autre mandat? On ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. C'est l'intérêt de la nation qui prime. Vous dites? Rien. Donc, vous appuyez l'IGF, hein? Dehors, dehors, dehors! Grâce à l'IGF, combattons les antivaleurs et bâtissons notre pays. Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Merci de regarder votre magazine avec Floride, avec ce nouveau numéro évidemment qui va se consacrer sur la presse, le journalisme en République démocratique du Congo. Alors l'objectif de notre échange est d'explorer les défis, les opportunités, les enjeux du journalisme en République démocratique du Congo, ce pays dynamique au cœur de l'Afrique centrale. Avec un invité, M. Dimanja Wimbi, qui est notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Floride, merci de ce honneur que vous me faites. Un plaisir de pouvoir vous recevoir dans cette émission et d'être en face d'un routinier dans ce domaine. Routier, oui, c'est vrai, je suis dans la profession depuis active depuis 1980, après mes études à l'IFASIC. J'ai été immédiatement engagé à IFASIC ou ISTI? À l'ISTI. ISTI. Oui, à l'ISTI, merci de... Parce que vous, à l'époque, c'était déjà l'ISTI. Moi, je suis de la promotion, de la deuxième promotion de l'ISTI. Deuxième promotion de l'ISTI. Je faisais tous mes stages. Donc, une année après l'établissement même de l'institution. De l'institution ici. Oui. Alors, le gros de mon temps, je le passais dans les studios des l'OZRT à l'époque, en côtoyant les grands de l'époque aussi. Assez bien qu'après mes études, j'ai été engagé, c'était en 1982, après mes études. Donc, j'ai été engagé immédiatement à la RTNC comme jeune reporter.
On va en parler. Mais à qui vous devez votre formation, vous, à titre particulier? Formation académique ou... Formation sur l'État. Votre carrière, ce que vous êtes devenu, à qui vous le dédiez? Je le dédie à mon mentor qui est parti. Comment s'appelait-il? Tarsis Kassongo Mwema. Tarsis Kassongo. Je me rappelle encore ce jour-là quand vous avez appris la nouvelle. Là, j'étais complètement effondré. Effondré. C'était une partie de moi-même qui partait. 40 ans d'amitié, de compagnonnage. Jusqu'aujourd'hui, quand j'en parle, c'est avec beaucoup d'émotion. Alors, comment vous est venue l'envie de faire le journalisme, vous, Monsieur Dimandia? C'est un peu compliqué. Je veux dire... Un retour à l'histoire, la petite histoire? Oui, c'est peut-être dans l'ADN. Peut-être dans l'ADN, peut-être par atavisme aussi. Parce que mon grand-père, d'après l'histoire qui m'a été racontée, mon grand-père jouait les lokombé, hein, l'instrument de communication. C'est déjà dans la communication, les lokombé. Et mon grand-père ne voulait pas que mon père suive cette voie-là. Parce que pour lui, il connaissait les affres d'être le joueur de lokombé à l'époque. Alors il interdisait mon père d'exercer le même métier que lui. Alors mon père était très catégorique. C'était un peu contre sa volonté que je fais le choix du journalisme. Il a préféré que vous fassiez quoi? Il voulait que je devienne soit pharmacien, soit médecin, soit avocat. Alors vous avez pris un chemin contraire à celui de votre papa en faisant le journalisme. Oui, c'était ma voie tout à fait indiquée. Et nous sommes en quelle année comme ça? Je termine au collège Sacré-Cœur à Kisangani en 1974. C'est en ce moment-là que je suis recruté par concours à l'ISTI, à partir de Kisangani. Et quand j'avais été reçu, je suis venu à Kinshasa passer le test. Le concours s'est passé là-bas? Oui, à l'intérieur, à Kisangani. Alors, je suis venu ici à Kinshasa, en 1974, pour passer le test oral à l'ISTI. Et j'imagine que c'était à l'époque drastique pour se faire oui, parce que une place. Oui, à l'époque, pour être recruté à l'ISTI, il fallait voir 60% et être classé en ordre utile au concours. Alors pourquoi? C'était quoi l'objectif de faire un test oral? Il fallait savoir parler. Déjà, on voulait voir oui, on voulait voir déjà les prérequis dès le départ. Et on voulait aussi avoir des éléments qui pouvaient permettre de vous orienter plus tard. Ça veut dire que si ça ne marche pas, on ne vous prend pas? Non, c'est-à-dire ça dépend. Il y en a qui avaient le don de l'écrit et d'autres qui avaient le don de la parole. Alors c'est comme ça qu'on nous orientait à l'ISTI. Et c'est parti comme ça, premier graduat, deuxième graduat, vous avez fait le journalisme et en licence, vous avez opté pour quoi? Ma licence, j'avais opté pour la politique étrangère et la critique cinématographique. C'est comme ça que je suis tombé dedans. À l'époque, Matoumounou n'était pas avec vous? Oh non, il est arrivé très longtemps après. C'est deux jeunes qui sont arrivés à la RTNC qu'on avait encadrés. Et on dit que l'ISTI, c'était un peu une référence, même en Afrique centrale. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'était une école d'élite. Parce qu'il n'entrait pas à l'ISTI qui... N'importe qui. Moi, j'ai étudié avec les Rwandais, des Burundais, des Togolais, des Béninois, des Centrafricains. Donc, qui sont venus essentiellement au Congo pour la formation. Oui, c'était une école interafricaine, en fait. La vocation première de l'ISTI, c'était ça. Une école interafricaine. Parce qu'à l'époque, il existait une école de journalisme à Yaoundé, à Dakar aussi. Mais les Français voulaient implanter pour l'Afrique centrale une école de journalisme ici à Kinshasa. Et c'était l'ISTI. Et c'était l'ISTI. Qui vous a formé. Oui. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait assez de pratique? Théorie, oui, mais est-ce qu'il y avait une école de formation pratique au sein de l'ISTI pour s'adapter aux enseignements pratiques? Oui, ici, je dois rendre hommage au promoteur de l'ISTI, le professeur Paul Malem de Tamadiak. Là, le casting qu'il avait fait pour sélectionner les professeurs, c'était vraiment tout à fait dédié à l'ISTI. Le cours de graduat était essentiellement assuré. Pratique. Oui, le cours pratique essentiellement assuré par des professionnels, des anciens
des médias en France, l'AFP, RFI, la presse écrite. Donc, ce sont ces gens-là qui nous ont, dès le départ, nous ont appris les rudiments du métier. Ça veut dire qu'au terme déjà du premier cycle, on était vous en sortez déjà aguerri. Oui. Je vous donne un exemple. Kipolongo Mukambila n'a fait que le graduat, mais cela n'a pas empêché d'éclater comme une des meilleures voix de la RTNC. Donc, il y en a qui n'ont pas pu, qui avaient déjà le prérequis et qui pouvaient se lancer dans la profession. Mais aujourd'hui, comparativement à ce qu'est devenu l'ISTI aujourd'hui, IFASIC, c'est pas le cas. En premier graduat déjà, en premier cycle, les étudiants sont bourrés essentiellement des théories, moins de pratiques. Est-ce que vous en savez quelque chose, hein? Bon, je n'aimerais pas trop entrer dans ce débat-là. Mais c'est ça la réalité. Oui, je vais pas vous connaissez cette réalité quand même. Et surtout qu'en tant que, vous l'avez dit, en tant que professionnel d'abord, en tant que responsable, j'ai eu à coacher beaucoup de rédactions. J'ai maintenant une agence de production. Je sais que la maîtrise de ce métier commence d'abord par la pratique. Le journalisme se pratique. Ce n'est pas par des théories. On ne fait pas le journalisme dans les amphithéâtres. C'est ce qui m'a été dit à la RTNC. Ce n'est pas dans les amphis. C'est sur le terrain qu'on connaît. Vous pouvez avoir le talent, mais c'est sur le terrain qu'on connaît des journalistes talentueux. Est-ce que les formations en journalisme à l'étranger, le premier cycle commence également avec des enseignants qui sont dans la pratique, qui sont dans le métier? Mais généralement, ce sont des anciens pratiquants de la profession qui assurent ce cours-là. Donc, on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'a jamais fait la radio, qui n'a jamais fait la presse écrite, qui n'a jamais fait l'agence pour dispenser des cours qui sont en rapport avec ces domaines. Mais ce qui est évident, ISTI, IFASIC, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est la vérité. Ah, je vous laisse. C'est une question que je pose. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. Non, vous avez été à l'ISTI. Moi, j'ai été à l'ISTI. Moi, non. J'ai passé le plus clair de mon temps dans les studios des l'OZRT à l'époque. On avait plus de cours pratiques en graduat et en licence. C'est là qu'on a commencé à entrer en contact avec les théories. Mais moi, j'ai passé l'essentiel de mon premier cycle dans les salles des classes, dans les auditoires. Mais moi, c'était dans les studios. Voilà justement la différence. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que le journalisme soit véritablement adapté au contexte, aux besoins, aux attentes? Mais je crois qu'on doit faire appel. Il doit y avoir une collaboration entre la formation et les praticiens. Il doit y avoir cette collaboration-là. À un moment donné, on a eu comme une espèce de cassure, de coupure plutôt entre les générations. Souvent, nous, quand on arrivait à l'ISTI, on n'était pas les bienvenus. Et pourtant, à l'IFASIC, on n'était pas souvent les bienvenus. Et pourtant, on venait de là. On venait de là. Pourquoi? Un complexe? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on a changé l'orientation de formation qu'on dispensait là-bas. Alors, monsieur Dimondia, journaliste, producteur, entrepreneur d'une agence audiovisuelle qui s'appelle Congo Vision. Comment vous définissez-vous un journaliste? C'est qui un journaliste? Qui doit être appelé journaliste? Parce que en République démocratique du Congo, ça s'appelle journaliste qui veut. Celui qui se tient devant une caméra et qui commence à animer une tranche de télévision. C'est quoi, théoriquement, au regard des théories, un journaliste? Comment on le définit? Un journaliste ne se définit pas forcément par la formation. Pas forcément par la formation, mais c'est important. C'est une des voies par laquelle on doit passer. Un passage obligé. Mais il faut avoir une certaine motivation qui vous pousse à faire ce métier-là. La vocation, pour commencer. La vocation. Bon, il y en a qui embrassent cette profession parce qu'ils ont vu un tel autre fait. Moi, souvent, quand je faisais le casting, je demandais aux jeunes gens les motivations qui les poussaient à embrasser la profession. Trop souvent, il y a un mot qui revenait. La passion. La passion. Mais il y a deux types de passion. Il y a l'amour pour la profession. Il y a les sacrifices aussi
la passion du Christ. Un sacrifice, il est venu porter un message. On sait comment il a fini. Et aujourd'hui, quand je vois des confrères qui tombent sur le champ de bataille parce qu'ils sont allés là-bas comme témoins pour rapporter au public qu'est-ce qui se passe sur le champ de bataille, je me dis, mais est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont capables d'adopter, d'épouser ce deuxième aspect de la profession? J'ai encore en mémoire le souvenir d'une consoeur qui est morte en Afghanistan, Joël Sutton. Elle était sur un char, un journaliste embarqué, comme on dit, en Afghanistan. Le soir, le matin, je l'avais suivi sur RFI. Le soir, on m'a appris qu'elle était décédée. Elle est décédée. Le char avait sauté sur une mine. Donc, vous voyez que c'est un métier qui compose des risques. Ça, c'est vrai, mais c'est pas occulte. On ne voit que le côté jardin de la profession. Mais c'est pas ça qui fait forcément un journaliste. Là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. C'est qui un journaliste? C'est celui qui est passionné pour cette profession et qui est prêt à accepter toutes les contraintes que cela exige. Alors, lorsque quelqu'un qui n'est pas passé par une formation journalistique, une formation normale, est-ce qu'il peut devenir aussi journaliste? Non, le journalisme ne s'apprend pas dans la rue. Je vais vous donner un exemple, un talent pur que j'ai eu la chance de côtoyer dans ma vie. Lucien Chimpompo. Oui. Il était journaliste à l'âge de 17 ans. Mais quel bagou! Mais cela ne l'a pas empêché de se former après. Malgré le talent qu'il avait déjà. Le talent qu'il avait. Mais imaginez, prenez Messi. Messi, il sort d'une école de football. Il avait un talent déjà. Il aurait pu rester Messi chez lui en Argentine. Mais comme il est passé par une école de foot, il a été formaté suivant la philosophie de cette école. Mais le journalisme, c'est comme ça. Il y a également des exceptions. Des exceptions dans le cadre de ce monde-là que vous avez cité, qui ne sont pas forcément passés par des formations, des grandes écoles de football, mais qui sont devenus des grands footballeurs aussi. Vous voulez parler de qui? Non, je vous donne un exemple, une évidence. De qui? Pelé? Oui, par exemple. Non, il avait eu deux vieux à côté de lui qui le recadrait. Le foot se joue avec les pieds, pas avec les mains. Donc, si je prends votre exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toujours une part de formation. Une personne qui n'est pas passée par une école de formation journalistique ne peut pas s'appeler journaliste. Non, il ne maîtrise pas les ABC de la profession. Il va le faire comment? Moi, déjà, à l'ISTI, j'étais au contact du code d'éthique et de déontologie de la profession. Du code d'éthique pendant ma formation. J'aime toujours rappeler cette remarque d'un ami qui m'est très cher, Séverin Mamani. Oui. On peut être un journaliste formé, mais lorsqu'on est mal éduqué, on est mal éduqué. Hein. Donc, il y a une partie dans l'éthique, il y a une partie de morale. Alors, quel est votre regard critique alors des centres de formation parallèles qui sont entretenus juste à côté et qui forment également des journalistes? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Mais je vous ai dit que le métier de journalisme exige de suivre un certain cursus. Il y a un cursus académique maintenant. Faut-il fermer ces centres? Absolument. Mais c'est comme si vous étiez en train de former des infirmières derrière la maison. Derrière la maison. Il faut aller dans une école d'infirmiers pour être infirmier. On ne sort pas les infirmiers, c'est vraiment dans les petits dispensaires. On ne se forme pas là-bas. Il y a une école qui vous apprend le métier, qui vous apprend les règles d'exercice du métier. Alors, dans tout métier, il y a une part importante d'apprentissage, de formation. Alors, quel est alors votre regard sur les institutions de contrôle, le CESAC, de côté aussi l'UNPC, dans le contrôle pour qu'il n'y ait plus de moutons noirs dans ce domaine? Je crois que je parlais tout à l'heure de la cassure qu'il y a entre les anciens et les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans la profession. Les jeunes, l'image qu'ils ont de la profession, c'est quoi? C'est cette espèce de sensation d'ivresse des cimes, de liberté totale. Alors que cette liberté-là est encadrée dès le départ.
ma liberté s'arrête où celle des autres commence. Oui. C'est ça. Donc, on aurait pu être rigoureux dès le départ. Quand vous entrez, vous embrassez... La rigueur doit commencer où? À la formation. Même chez vous à la maison. Je vous ai parlé d'un journaliste qui est un très bon, talentueux, formé. Mais si il n'avait pas une éducation de base, à quoi ça sert? Ça veut dire que les établissements de formation aujourd'hui ne devraient pas accepter n'importe qui. Il devrait y avoir une sélection. La sélection devait être rigoureuse au niveau des inscriptions. Des inscriptions, par exemple. Et éviter que les institutions d'enseignement du journalisme se transforment en marché. Évitez ça. C'est l'élite, vous formez l'élite. Vous ne formez pas la masse. Vous formez l'élite qui apporte la lumière aux autres. Parce qu'un journaliste, c'est qui? C'est d'abord celui qui ignore. Et il doit apprendre pour informer les autres. Alors, quand vous faites un état des lieux, aujourd'hui, de ce domaine de journalisme en République démocratique du Congo, un regard critique, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes déçu. Oui, je suis très déçu parce que ouais, quand je vois comment le métier est exercé maintenant avec cette espèce de liberté sans limite. Sans limite, je suis un peu mortifié quelque part. Il y a des choses que moi, je m'interdis. Je ne peux pas utiliser ma plume, je ne peux pas utiliser mon micro, je ne peux pas utiliser ma caméra pour régler des comptes aux gens. Ici, si on le fait souvent, c'est parce que les gens ignorent la loi. Et quel est le rôle de la police en ce moment-là? La police ne fait pas son travail. C'est le rôle d'abord de la régulation. Mais justement, la Constitution vous dit que chacun est libre de exprimer par voie d'écrit, par voie d'image, par voie de ceci, mais sous réserve du respect de l'ordre public, de la dignité des autres. Donc, quand vous utilisez la presse pour régler des comptes aux gens, ou ce soit les institutions de régulation vous tombent dessus, ou carrément c'est la loi. Vous êtes sur le coup de la loi. Mais est-ce que ce travail est fait, à votre avis? Ce travail d'autorégulation par les institutions qui sont censées le faire, est-ce qu'ils le font? Et c'est ça la faiblesse de la profession aujourd'hui. C'est ça la faiblesse de la profession aujourd'hui. Aujourd'hui, il est difficile de radier un journaliste. Vous le radiez, demain il continue. Donc on ne sent pas. Ou il y a la solidarité des autres journalistes, des confrères. Il y a une espèce de, j'allais dire, de complicité dans la complaisance. Lorsque nous-mêmes, nous ne savons pas faire la police dans notre propre maison, mais comment voulez-vous que les gens aient un regard tout à fait positif par rapport à ce que nous faisons? Si nous-mêmes, journalistes, nous sommes complaisants entre nous, nous ne savons pas nous critiquer, nous ne savons pas nous remettre en question. Alors, comment on peut gérer l'équilibre entre l'indépendance journalistique et les pressions extérieures? Comment on peut savoir gérer ça? Le journalisme est c'est vrai, indépendamment de la profession. Je dis qu'il y a une dimension humaine qui entre en jeu. C'est l'éducation que vous avez reçue. Si vous êtes un homme de caractère, un homme qui ne cède pas facilement aux pressions, il y a en ce moment-là moyen d'équilibrer les deux. La liberté et les pressions. Il y a moyen d'équilibrer les deux. Alors, autre question, est-ce que aujourd'hui, les journalistes en République démocratique du Congo, évidemment, l'ISTI, qui n'a presque pas de studio école. L'IFASIC. L'IFASIC, je veux dire. Il y a un studio école à l'IFASIC. Oui. Mais quand on regarde aujourd'hui les journalistes qui sortent de l'ISTI, et qu'on regarde de l'IFASIC, ouais. Et qu'on regarde aujourd'hui la prestation. Déjà, nous, déjà, à l'ISTI, en premier graduat, on maîtrisait nos outils de travail. Le magnétoscope, la photo, la machine à écrire, la caméra, le célèbre Nagra. Le Nagra. Parce que quiconque n'a pas manié le Nagra, vraiment, il n'est pas entré dans la bonne porte de la profession.
Ça veut dire que c'était une formation complète, Complète, oui. un JRI, Oui. Un journaliste reporter d'image. ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'un journaliste doit être un homme complet aujourd'hui. Parce que la technologie est en train d'évoluer. Moi, je me rappelle, lorsque j'arrive à la RTNC pour tourner 1 minute 30, on devait être à 6. Il fallait un cameraman, un éclairagiste, un preneur de son, un réalisateur, un journaliste. Mais aujourd'hui, tout ça, avec la miniaturisation des outils de travail, on a éliminé certains pans de la profession. Aujourd'hui, votre caméra peut prendre une image sans spot, sans quoi. Alors, on élimine l'éclairagiste dans un moment. La caméra peut prendre le son. On élimine le preneur de son en ce moment-là. Le réalisateur, bon, vous-même, vous pouvez faire vous savez ce que vous voulez faire. Donc, on a éliminé comme ça des pans de profession à cause de l'évolution de l'outil de travail. Les caméras réflexes, il fallait être à 5 ou 6. Quand la microcam est arrivée, on a réduit le nombre de professionnels de production. Mais aujourd'hui, avec les caméras numériques, ben, vous pouvez être seul et faire tout. Le travail est simplifié. Simplifié. Alors, mais il y a davantage d'exigences à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir l'écriture cinématographique, l'écriture audiovisuelle, il faut maîtriser ça. Et ça s'apprend. mais est-ce que vous, à titre personnel, est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier de journaliste aujourd'hui en République démocratique du Congo? Est-ce qu'un journaliste peut pouvoir survivre avec ce métier? C'est lorsque, si vous voulez exercer cette profession de façon orthodoxe, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que je vous ai parlé de... Il faut être un homme de caractère, le type d'homme qui doit exercer cette profession, qui résiste aux pressions, qui ne cède pas à la tentation. Mais il y a des journalistes comme ça qui ne cèdent pas à la tentation, mais qui ont du mal à nouer les deux bouts du noir. Oui, mais c'est évident. Lorsque vous prenez, par exemple, le code, l'acte d'engagement des journalistes, malheureusement, je n'ai pas amené un exemplaire ici. Quand vous le lisez, vous exercez la profession dans les contraintes qui sont contenues dans l'acte d'engagement des journalistes. Croyez-moi, vous ne vous en sortirez pas. Moi, j'ai eu la chance, un jour à Lubumbashi, à la faculté de SIC, Sciences de l'information et de la communication, mon mentor m'avait associé au cours pour parler un peu, pour avoir un regard pratique de la profession. Je suis venu faire le commentaire sur le code d'éthique et déontologie. À la sortie, il y a un journaliste qui est sorti, un jeune étudiant qui est sorti, il dit, mais si on suit ces contraintes-là, on mourra pauvre. Or, justement, les journalistes... C'est ça la réalité aujourd'hui oui, en RDC. Oui, mais le travail, oui, il faut avoir un salaire. Il faut avoir un salaire. C'est pour ça que j'ai dit que les entreprises, les organes de presse doivent être des vraies entreprises. Alors, que faire face à l'éthique, la déontologie? D'abord, il y a un problème de pauvreté à la base. Toutes ces entreprises de presse qui sont créées, est-ce qu'ils respectent les normes pour, qui régissent la création des entreprises? Vous pensez, quand vous parlez de normes, vous pensez à quoi? Le paiement régulier des salaires? Oui, le paiement des... Où vont-ils trouver de l'argent? L'information, c'est une denrée qui se vend. Qui se vend. Oui. Quand il y a crédibilité, il y a rentabilité. Devant quel marché? Le marché congolais? Ben oui. Le contexte, il faut également... On a expérimenté. Quand on a commencé à TKM, les journalistes, je mets au défi quiconque qui a travaillé sous mes ordres à TKM de me dire que... Mais le marché n'est plus le même aujourd'hui. À l'époque, on en comptait combien de chaînes de télévision? Ce n'était pas un problème de compte, c'était un problème de personnalité. Je ne sais pas si vous acceptez de monnayer l'information. Mais à ce moment-là, vous ne faites plus la profession. L'information ne se monnaie pas. L'information dérange. Je me rappelle encore la phrase d'Albert Londres, qui est devenue un classique dans la profession. Un journaliste n'est pas là pour vous faire plaisir. C'est pour remuer le couteau dans la plaie.
Monsieur Dimanche, alors comment faire pour qu'aujourd'hui le journalisme devienne un marché économique à la fois important pour les médias et pour les journalistes eux aussi? Il faut aider, il faut respecter les prescrits. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Attends, mais comment est-ce qu'un seul individu Pourquoi peut ne pas s'organiser par exemple dans voilà, un bouquet? dans un bouquet. J'en viens, même au niveau de la presse écrite. Tu ne peux pas être le seul actionnaire de votre entreprise. Les risques, on le prend ensemble. Aujourd'hui, vous créez tout seul une entreprise, mais ça n'a pas d'avenir. Moi, je suis en train de chercher des partenaires pour mon agence de production parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je cherche des partenaires. Et vous payez régulièrement, vous? Oui. Les salaires? Vous payez... Pour le moment, j'ai un personnel réduit. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui tombe dans les escarcelles de l'agence, bon, on essaie de partager tout en nous disant que demain, l'agence doit continuer. On ne mange pas la poule aux œufs d'or. Et s'il n'y a rien, pas de paiement. Non, il faut pas inventer. Il faut travailler. Si vous n'avez pas de marché, vous payez comment? Comment marché? Mais les marchés, il faut le créer. Il faut le créer. Mais l'idée d'un bouquet comme Canal+, où l'on associe toutes les chaînes de télévision pour que finalement les chaînes deviennent payantes. Est-ce que c'est une solution à la base? Le canal ne sélectionne que des programmes qui sont attrayants. Un bouquet congolais. Il faut avoir Je parle d'un bouquet congolais. Oui, mais il faut avoir des programmes attrayants. Les gens n'achètent que ce qui est beau. S'il faut avoir des programmes attrayants, pourquoi ne pas intégrer Parce que quand vous avez des chaînes qui ont des programmes aussi attrayants? Mais quand vous avez des programmes attrayants, ça veut dire que les annonceurs ne sont pas loin. Parce que ce sont les annonceurs qui vous payent. Les annonceurs vous payent parce que vous diffusez la qualité. Ils voient le public que vous drainez. En fait, la cible pour les annonceurs, c'est votre public. Si vous n'avez pas de public, qu'est-ce que l'annonceur viendrait faire dans votre chaîne? On va finir cette émission. Alors, dernière question. En termes d'éthique aujourd'hui, est-ce qu'un journaliste peut à la fois être un attaché de presse pour un homme politique? C'est faisable, ça? Non. Pourquoi non? C'est interdit. Pourquoi Parce que vous êtes juge et parti à ce moment-là. Vous êtes juge et parti à ce moment-là. Et c'est des réalités qu'on a eu rencontrées dans la profession. Vous trouvez un confrère, il est dans un cabinet, vous avez une information qui dérange. Ça veut dire son patron, c'est lui le premier qui tombe sur vous. Un confrère. Vous dites non, mais vous ne pouvez pas, c'est bon, non. Et vous travaillez dans un cabinet, vous avez des informations compromettantes sur votre patron. Vous faites quoi? De l'autocensure. Vous faites de l'autocensure à ce moment-là. Donc un journaliste ne peut pas être à la fois attaché de presse ou journaliste, non. Vous déposez la plume, continuez comme attaché de presse. Le jour où vous voudrez faire la profession, vous reviendrez. Vous remettez la carte. Vous remettez la carte. Ah, donc il y a un choix à opérer face... Il y a un choix à opérer. Si moi, aujourd'hui, je suis pris dans un cabinet politique, mais je remets ma carte. Je remets, je ne peux pas. J'ai vu des gens ici, à la fois ministre, il a un journal. C'est incompatible. C'est incompatible. Donc, M. Dimandja, chargé de communication ou attaché de presse d'un homme politique, ne peut pas être à la fois présentateur du journal à RTNC, par exemple. Non. Non. C'est contraire. C'est contraire à l'éthique. C'est contraire à l'éthique. Je ne peux pas être juge et parti. Je ne peux pas être juge et parti. Un journaliste, ce n'est pas un militant. C'est un témoin. Ce n'est pas un militant. C'est un témoin. Voilà. Monsieur Dimandja Wembi, merci d'être venu dans cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste, producteur et patron d'une agence audiovisuelle qui s'appelle Congo Vision. Nous avons fait le point sur les défis, les opportunités, évidemment, les enjeux auxquels sont confrontés les journalistes en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Floride de m'avoir invité, de m'inviter pour parler de la profession. Parce que je suis souvent mortifié lorsque je suis interpellé dans la rue, désespérément par des gens qui sont désorientés par les contenus que la presse, la presse nationale, la presse livre
au public. Aujourd'hui, les Congolais ne sont plus informés. On fait plus de com que d'informations. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est. Mais sachant Quels que, sont les vrais enjeux à l'Est? sachant que l'IFASIC forme aussi, non seulement des journalistes, mais aussi De communicateurs. de communicateurs. Le problème, c'est qu'on reproche, c'est qu'on a réduit drastiquement Oui. peut-être les heures qui doivent être consacrées au journalisme. Quelle est la vocation première de l'IFASIC? C'est de former des communicateurs ou de former des journalistes. Non, il faut savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Donc, il faut revoir. C'est au niveau de l'enseignement qu'il faut revoir. Si on veut avoir 2 journalistes, alors il faut mettre le maximum sur les enseignements de journalistes. Si vous voulez avoir des communicateurs, mettez les paquets sur les communicateurs. Au CFJ en France, on formate les journalistes, on ne formate pas les communicateurs. Les grands qui sont passés sur les antennes en France sont sortis des CFJ. Vous voulez faire de la communication, vous trouvez votre voie. Vous voulez faire de l'information, faites l'information. 2 mondes diamétralement opposés. Oui. Merci. Parce Monsieur que la communication fait appel à quoi? À l'émotion. L'information, c'est la raison. Si je vous dis aujourd'hui que j'ai le sida, vous n'allez pas. Vous allez vous méfier de moi. Vous allez vous méfier de moi. Mais si je ne vous le dis pas, je dis non, j'ai juste une petite fièvre. On va continuer à boire, à partager les choses ensemble. Merci, M. Dimandia. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir. Madame, j'espère que tu as bien noté les prix. S'il vous plaît, chef, c'est pas le même document financier que j'ai soumis à votre signature. Mais qu'est-ce qui a changé? J'ai légèrement... Mais le montant est excessif et les rubriques rajoutées ne sont pas conformes à notre cahier de charges. Hein? Monsieur, c'est moi qui suis le responsable de cette entreprise. Pour changer les meubles de ma maison, pour acheter une nouvelle voiture à ma femme ou organiser un banquet digne de mon rang, c'est dans ton salaire que je vais puiser. De toutes les façons, je n'ai pas attendu ta permission pour envoyer le dossier à qui de droit. Ah bon? Et qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, si tes gens-là de l'IGF te renvoyer le dossier validé, tu passes directement à la banque. Tu touches l'argent seulement ce que tu as écrit dans tes papiers. Et le surplus, tu m'amènes. Monsieur le DG, l'équipe de l'IGF en mission de patrouille financière chez nous n'a pas validé la moitié des dépenses prévues dans notre plan de décaissement. Quoi? La dépense que nous attendions là pour faire vos opérations personnelles a été rejetée. Et pour quelle raison? Ils disent c'est pour irrégularité par rapport aux lois de finances publiques. Non! C'est maintenant l'IGF qui gère cette entreprise. Ça, c'est de l'ingérence ou nous sommes dans la cogestion? Monsieur le DG, ce n'est ni de l'ingérence ni de la cogestion, mais c'est plutôt le contrôle a priori des finances publiques appelée patrouille financière. La patrouille financière, c'est une stratégie instaurée par l'IGF pour sauver les finances publiques de l'État. Ainsi, au lieu seulement de venir constater le détournement de l'argent qu'on ne récupère pas, l'IGF surveille l'argent de l'État a priori et vient contrôler a posteriori pour savoir comment l'argent a été dépensé. C'est la meilleure façon de sécuriser l'argent du peuple congolais. Et rassurez-vous, monsieur le DG, que ce contrôle a priori existe dans tous les pays modernes. Vous êtes madame Moutin? Vous êtes ma paix. Et pourquoi on maintient ces gens-là de l'IGF alors que nous sommes dans un autre mandat? On ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. C'est l'intérêt de la nation qui prime. Vous dites? Rien, chef. Donc, vous appuyez l'IGF, hein? Dehors. Grâce à l'IGF, combattons les antivaleurs et bâtissons notre pays.